Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Et je rappelle, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Samedi 4 février, on va revenir sur les actualités qui ont dominé l'Algérie. Cette semaine, on va parler de presse, de justice, du Haut Conseil de sécurité et bien évidemment de diplomatie. Cette semaine, vous l'avez vu, toutes ces rencontres qu'il y a, le ministre des Affaires étrangères, Ramzan Ramama, a été reçu par son homologue Andrei Lavrov, juste derrière la réponse notamment des États-Unis d'Amérique, suite notamment au message, on y revient dans quelques instants, de la Russie. On sait combien les relations entre ces deux pays, la Russie et l'Algérie, mais aussi les États-Unis et l'Algérie, on va essayer de comprendre comment se positionne notamment la diplomatie algérienne. Peut-elle se positionner aujourd'hui? Est-elle réellement une puissance? Et puis surtout, on sait très bien que c'est le plus grand pays d'Afrique du Nord. Plusieurs richesses, des terres, de la mer, du soleil, des hydrocarbures. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a les capacités, le savoir-faire, les compétences d'utiliser, de prendre un peu cette crise géostratégique où le monde est bouleversé, vous le savez, puisque depuis le 24 février dernier, bientôt un an, il y a ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. On va essayer de comprendre si l'Algérie a pour ambition, mais est-ce qu'elle a vraiment les capacités, en tout cas le pouvoir et les compétences, de prendre en compte toute cette actualité et de mettre tout ça dans l'intérêt de l'Algérie, donc dans l'intérêt du peuple, que le pays se développe et que le peuple puisse vivre dignement et évoluer dans les meilleures conditions. Avec nous sur le plateau, Azwaou Hachemlouk. Bonsoir, cher Azwaou, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à toute l'équipe technique. Merci d'être parmi nous. Est avec nous ou va venir nous rejoindre Hamid Lelou. Alors est-ce que Hamid Lelou est avec nous? Voilà, il va venir nous rejoindre dans quelques instants. Azwaou Chemlouk, on sait très bien que les deux piliers d'une nation, pour qu'il y ait une démocratie, que le peuple puisse s'exprimer, vivre librement, c'est certainement l'information, la presse, la justice. Aujourd'hui, l'Algérie, tout de même, on en parlait encore cette semaine avec la sortie de plusieurs papiers dans Le Monde, la Belgique qui en parle, les ONG qui se réveillent, Le Figaro aussi. On a vu dernièrement Xavier Driancourt qui faisait une sortie, l'ancien ambassadeur parisien à Alger qui faisait une sortie assez dure sur le pouvoir algérien. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, le peuple peut aspirer à une démocratie alors que la presse est de plus en plus difficile? Vous connaissez ce cas par cœur, celui notamment de Hassan El-Khadi, entre autres. Il y a Babzouar, oui, c'est une très belle ville au pied de l'aéroport, mais il y a Bab El Oued, il y a Raj, qui aujourd'hui sont aussi en difficulté. Ah bah, ils ne sont pas qu'en difficulté, ils sont malheureusement, pour certaines, elles sont menacées de dissolution, pour certaines, elles sont dissoutes carrément. Pour définir un peu la situation que traverse actuellement l'Algérie, c'est la dictatorisation, pardon. Donc on est dans un processus de dictatorisation. C'est une réponse par rapport faite aux aspirations de la population, notamment après 2019 et ce qu'a connu, c'est-à-dire l'Algérie comme mouvement politique tel que le Hirak et les sorties hebdomadaires du peuple algérien pendant des dizaines de vendredis dans un pacifisme exemplaire qui était exemplaire dans le monde entier. Je pense que c'est une réponse logique du pouvoir. Parce que le pouvoir, il est dans une logique guerrière, c'est-à-dire que pour lui, malheureusement, il n'avait pas pris le message politique, le pacifisme du peuple algérien, il ne l'avait pas pris comme sens des responsabilités de ce peuple, mais il l'avait pris comme une faiblesse de ce peuple. Parce que le peuple, quand il était sorti dans le pacifisme et dans une ambiance bon enfant.
c'est justement parce qu'il est conscient des enjeux qui guettent notre pays et notamment de par son expérience. On a vécu la décennie noire, donc le peuple algérien, il voulait surtout pas revenir à ces années noires. Donc, avec ses sens de responsabilité, il était pacifique malgré les réponses violentes du pouvoir algérien. Malheureusement, je disais, c'est que le pouvoir n'avait pas pris ce message politique comme un sens des responsabilités, il l'avait pris comme une faiblesse de ce peuple, c'est-à-dire que comme le pouvoir il est dans une logique guerrière, donc il doit gagner. C'est ça, en fait, la doctrine. La doctrine, c'est qu'il doit gagner cette bataille qui est, pour lui, c'est une bataille, alors que pour le peuple algérien, ce sont des aspirations logiques et naturelles. C'est un mot important, vous utilisez bataille. Est-ce qu'un pouvoir doit être en bataille, donc en guerre, si on pousse un peu plus la définition? Mais malheureusement, c'est pour ça que je vous dis, c'est ce qui caractérise actuellement l'Algérie ou les pays dictatoriaux. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'est pas dans une logique de servir sa nation ou d'être là pour l'épanouissement de ses citoyens, mais il est là pour justement asseoir ce pouvoir. Et pour l'asseoir d'une manière illégitime, antidémocratique, donc il lui faut des instruments. Un de ces instruments, c'est la répression et vous avez le système judiciaro-policier. Donc il est dans une logique guerrière parce qu'il faut qu'il se maintienne. Sinon, il va disparaître. On a vu depuis 2019, il y a eu des dizaines de généraux et de militaires qui ont été emprisonnés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est en danger. Il s'est senti en danger. C'est-à-dire quand on voit tant de militaires, tant d'influents qui rentrent en prison, donc qui rentrent en fait dans la guerre des clans, guerre clanique, donc le système est ébranlé. Donc le système s'est senti en danger. Donc quand le système s'est senti en danger, donc il faut qu'il se prémunisse contre ce danger. Et le danger, en fait, il faut savoir une chose, c'est que le danger pour un militaire ou pour un influent au pouvoir, ce n'est pas le peuple directement, mais ce sont les clans qui sont dans le pouvoir. Mais ils utilisent les soulèvements d'un peuple ou la colère d'un peuple pour justement essayer d'évincer d'autres clans. Ce qui s'est passé en 2019. Ça veut dire que avec le Hirak, avec la révolution du peuple, avec le soulèvement du peuple, pour être exact, on a vu le Gaïd Salah s'est débarrassé de Bouteflika et ses acolytes. Donc il a attendu bien sûr à la dernière minute, bien évidemment, même s'il était fidèle à Bouteflika jusqu'à la dernière minute, mais le jour où il a vu qu'il était en danger, donc il s'est débarrassé de Bouteflika et toute sa bande, justement pour prémunir son pouvoir et pour le préserver. Donc les clans au sein du pouvoir, ils attendent les soulèvements des peuples ou des événements majeurs dans la société algérienne pour profiter de ces événements politiques et se débarrasser des clans qui sont relativement gênants. Donc pour comment dirais-je, définir un peu donner une définition de ce qui se passe en Algérie, c'est justement ce processus de dictatorisation, de totalitarisation, parce que le pouvoir, il est dans une logique guerrière, soit c'est lui qui va juger, soit c'est lui qui sera jugé. Hamid Lelou vient de nous rejoindre. Bonsoir cher Hamid Lelou, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Reaching Independence Truth Social. Vous êtes à Washington, il est tôt chez vous. Merci d'être là en tout cas. C'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Bonjour, bon après-midi. Chez nous, effectivement, il est 9h30 du matin. Mais bon, ça va, il n'est pas trop tôt. Moi, je suis plutôt un lève-tôt. Bienvenue à tout le monde et encore toujours heureux de faire partie de vos émissions.
Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure au lancement, on va revenir sur les actualités qui ont dominé la semaine. Bon, malheureusement, il y en a une qui est très présente en Algérie, au sein des associations, du peuple aussi, des ONG aujourd'hui, de certaines presses internationales. On parle tout de même de liberté de la presse, de répression, de liberté qui sont bafouées. Je le disais, les deux piliers peut-être d'une nation, c'est l'information et la justice. Vous pourrez agir là-dessus, mais Azouav Chemlour sur le plateau nous vient d'employer quand même des termes assez importants, un pouvoir en danger, un pouvoir en bataille, peut-être en guerre avec son peuple. Quelle visibilité vous avez? Comment vous voyez les choses aujourd'hui de ce pouvoir? Quelle relation il a avec son peuple, peut-être pour dissoudre une ligue algérienne, pour dissoudre des ONG, pour dissoudre des associations? Alors, dans tout conflit, dans toute situation conflictuelle ou de combat entre différentes parties, il y a des phases, il y a des périodes d'escalade, de désescalade. Okay. Apparemment, en ce moment, le pouvoir algérien se donne les moyens, parce qu'il a les moyens d'aller vers l'escalade. Et j'ai l'impression qu'il est en train de partir vers une phase ou une période de verrouillage de toutes les institutions. Alors, il a commencé par arrêter tous les activistes et les hommes et femmes politiques indépendants. Il a aussi verrouillé le côté économique à travers son clientélisme. Il s'est attaqué à l'institution média, où maintenant les journalistes quittent l'Algérie, ils ferment les télévisions indépendantes, les radios et aussi même les journaux en ligne. Il faut avoir un VPN pour y accéder, parce que ceux qui ont une voix contraire, ils ne sont pas accessibles à partir de l'Algérie. Et le dernier en date, c'est le corps des avocats, parce que c'était le dernier rempart. J'ai comme l'impression que les avocats étaient restés le dernier rempart, parce que même dans les États autoritaires comme l'État algérien, les avocats ont toujours bénéficié d'une certaine immunité qui leur est donnée universellement du fait que c'est des robes noires, donc ils font partie de la justice, ils ont une certaine immunité. Et pourtant, malgré ça, on a vu une escalade assez grave ces derniers temps, où les avocats ont été victimes d'attaques frontales, directes, et même ceux et celles qu'on connaît en Algérie, avec qui on avait des contacts assez réguliers, maintenant ils ont peur. Ils sont à l'écoute, ils ferment leur téléphone, ils déchargent leur application et après ils les rechargent. Ils ont les mêmes réflexes que les activistes qui sont en train d'essayer d'aller se faufiler à travers les mailles d'un filet. Donc c'est ce verrouillage qui est en train de se faire, et parce que le contexte aussi international, on en parlera probablement, je laisserai la parole aux autres, mais le contexte international est favorable au régime algérien. Et je pourrais élaborer là-dessus si vous voulez. Oui. On va y revenir dans quelques instants. D'ailleurs, oui, gardez bien cette problématique, en quoi il est favorable au régime algérien, mais c'est la question qu'on va se poser tout à l'heure, dans quelques minutes. Est-il puissant, impuissant? Sa position a-t-il une réelle stratégie? Est-ce que ce sont les autres nations qui sont aujourd'hui gagnantes, puisqu'on le voit, il y a le ballet des limousines, il y a tout ce va-et-vient, et puis tout le monde, l'Algérie est courtoisée. En tout cas, il y a énormément de personnalités qui se rendent en Algérie. On va essayer de comprendre en quoi le pouvoir algérien peut-il exploiter ceci pour son peuple. Une question d'abord, vous parliez effectivement des avocats. On va parler de cette deuxième actualité, mais vous allez voir que tout est lié, notamment le frère, l'avocat, le citoyen algérien, paix à son âme, Djameldine Chaoui, qui a perdu la vie, qui a été porté disparu, qui a été donc
retrouvés lundi dernier, en début de semaine. On en a consacré toute une émission. On va essayer de comprendre maintenant pour consacrer quelques minutes à cette actualité. Alors, aussi bien pour Azwa Chemlour que Hamid Lelouk est avec nous. On vient d'en parler, hein, les citoyens qui sont tout de même beaucoup de répression, hein, lorsqu'on communique sur Facebook, des associations, des partis politiques sont intimidés. On pourrait passer encore quelques temps à tous les citer. Il y a bien sûr des ONG quand même d'ampleur internationale comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, et il y a les avocats. Il faut savoir que ce jeune avocat Jameldine Chaoui a porté plainte déjà en 2021 pour les mêmes raisons, hein, menaces, vol, tentative de kidnapping. Il faut savoir que sa plainte est restée sans suite, notamment sans intérêt auprès du pouvoir, et on sait combien on a des services de sécurité. Ça, c'est bien, de vraies compétences en Algérie. On sait très bien lorsqu'il faut monter un dossier pour tel ou tel citoyen, tel ou tel militant, le pouvoir est présent. En tout cas, là, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de suite, et malheureusement, on connaît la suite puisqu'il a perdu la vie dans des conditions particulières. On parle de kidnapping, de violence physique, de torture, et malheureusement, il a perdu la vie. Azwa Chemlour, je reviens à vous. Il y a, donc on parlait de la presse, plusieurs journalistes ont été emprisonnés, il y en a encore aujourd'hui. On parlait de Hussein El-Khadi. Est-ce que malheureusement les avocats aujourd'hui, les avocats qui font le lien entre les citoyens, il faut savoir que Jameldine Chaoui était un avocat défenseur, il faisait partie de ce comité. On s'en prend aux avocats maintenant en Algérie? D'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt Jameldine Chaoui, et notamment à sa famille de la défense également, donc les avocats qui sont dans la défense. Alors, pour revenir sur les éléments, je n'ai pas assez d'éléments sur l'affaire parce que du moment qu'on n'a pas, l'enquête n'est pas achevée concernant son assassinat et son exécution abjecte. Mais je pourrais parler de manière générale de la défaillance du système judiciaire algérien, du système sécuritaire algérien. D'autant plus que l'avocat en question, paix à son âme, a signalé une tentative d'agression ou d'assassinat en 2021. C'est ça. Il avait identifié également l'auteur de cette tentative. Et les services de sécurité n'ont pas, enfin je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose concernant ça, mais visiblement rien n'a été fait dans le sens de donner une sécurité à cet avocat menacé. Maintenant, cet avocat également, il était un ex-maire, et je l'ai appris justement récemment, il était un ex-maire d'une petite commune à Skikda. Et ces activités ont été gelées par le Wali, j'allais y venir, par le Wali, justement. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dénoncé cette pratique antidémocratique des walis. C'est une prérogative qu'on avait donnée au wali de geler les activités d'un maire qui est élu, alors qu'un wali, il est désigné par un président de la République. C'est un représentant du gouvernement dans la localité ou dans la région, et n'est pas du tout élu d'un peuple, alors que le maire, c'est un élu, donc il bénéficie de la légitimité. Je vois un outrepassage des prérogatives d'un maire et une pratique antidémocratique. Et je ferme la parenthèse. Donc ça démontre un peu la défaillance du système judiciaire, alors qu'on a vu des centaines et des milliers de détenus politiques qui ont été emprisonnés juste pour avoir dit quelque chose, pour avoir dit leur opinion sur Facebook, alors que ça ne nécessitait même pas leur emprisonnement. Donc si on revient à ça, je reste toujours, moi je ne fais pas confiance à cette justice, parce qu'une justice qui emprisonne des politiques, qui emprisonne pour délit d'opinion, qui emprisonne pour des opinions, qui emprisonne pour l'activité politique, je ne lui fais pas confiance. Puisqu'on dénonce aujourd'hui... Oui, allez-y. Je ne lui fais pas confiance dans cette situation qu'on vit actuellement. Allez-y. Oui. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est aussi le silence. Peut-être que dans un État normal ou un autre État, un avocat, une disparition d'abord une semaine, on aurait
je pense que les médias aussi, le procureur, le ministre de la Justice. Dernièrement, malheureusement, il y a une jeune fille qui a été portée disparue plusieurs jours en France, paix à son âme, la petite Sihem. Pendant une semaine, on la cherche. Ça a fait bien évidemment toute une déferlante autour des médias. Le ministre qui s'est exprimé, procureur. Et c'est vrai que là, procureur pas entendu. Enfin, on sent tout de même que derrière, ça passe comme une lettre à la poste. C'est ça aussi qui est dénoncé aujourd'hui. Bien sûr. Ce qui est vraiment dommage, exactement, vous avez raison, Chavan, c'est de le souligner, c'est que ce qui est vraiment dommage, c'est que, et désolant, c'est que de voir les institutions de la République ne pas s'exprimer sur ce dossier. Et le plus grave, c'est les médias qui n'en parlent pas. Qui n'en parlent pas depuis une semaine, la disparition qui n'en parlent pas, mais c'est des médias qui sont aux ordres. Et malheureusement, ils parlent des événements qui sont inutiles et anodins. Mais c'est là. Donc, malheureusement, c'est que les médias aujourd'hui qui sont à la solde du pouvoir, c'est un opium au service du pouvoir. Donc ils nous intoxent avec des informations qui sont inutiles à la population, et ils nous cachent des informations qui sont vraiment importantes dans la société algérienne. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette affaire. Bon, je n'accuse personne, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments pour accuser qui que ce soit, mais je sais une chose, c'est que si un jour un influent du pouvoir s'avère être impliqué dans cet assassinat ou cette exécution abjecte, je sais qu'il sera intouchable, parce qu'on est dans un système dictatorial, on est dans un système où il y a des intouchables, il y a des influents qui sont intouchables dans cette république bananière, si je peux dire. Mais si jamais que cette exécution, avec l'enquête, va découvrir que les personnes les plus influentes ne sont pas impliquées dans cette affaire, je pense que la justice fera son travail. Mais s'il y a des influents, je sais qu'il y aura des intouchables dans cette affaire, c'est sûr. Hamid Lelou, vous l'aviez anticipé déjà en parlant de ces avocats, on était en train de parler de cette presse, de cette justice. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors bien évidemment on ne spécule pas, puisque malheureusement, alors on ne sait pas ce que va donner l'enquête, mais c'est lié aussi à cette justice. Est-ce que la justice pourra travailler? On sait qu'il y a des dossiers qui sont travaillés sous la table, comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, et il y a des jugements qui tombent alors que personne n'est au courant. Mais est-ce que là, vraiment, la justice va travailler et donnera les éléments les plus précis dans les meilleurs délais? Mais est-ce qu'on a entendu personne? C'est vrai, les médias auraient pu en parler plusieurs heures, plusieurs jours, en disant voilà, on a quand même un avocat qui représente la République, etc. C'est vrai que ce sont des éléments. C'est aussi un jeune qui a été maire de Sept, précisément, dans la wilaya de Skikda. Voilà, avoir aussi votre analyse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quelque part, après Mahdi Zidane, quand même avocat de Rachid Nekas qui a été intimidé, on a Zdam Tarek qui a perdu la vie, qui était avocat, on a entre autres Abderraouf Arsalan qui a été emprisonné plusieurs mois. Est-ce qu'aujourd'hui, les avocats, vu qu'ils sont en lien avec les détenus d'opinion, est-ce qu'ils sont amenés à être malheureusement réprimés, intimidés, emprisonnés, voire assassinés? Le défunt avocat Allah yarhamou, il n'était pas seulement lié au cas des détenus, leur cas d'emprisonnement, mais il était aussi un activiste farouche. Exact. Farouche, mais rationnel. Il était très très rationnel. Vous savez, moi je ne le connaissais pas, mais je me suis amusé à faire beaucoup de recherches. Et au fait, c'est une parenthèse par rapport à votre invité que je salue, Monsieur Azouaou. Je comprends sa prudence par rapport à dire est-ce que c'est un acte criminel ou politique. Moi, je vais foncer dedans, c'est un acte politique, c'est un crime politique, et je vais faire mon argumentaire par rapport à ça, et je ferme ma parenthèse. Donc, notre cher avocat qui vient d'être assassiné, il a été assassiné une balle dans la tête. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui ont des armes en Algérie, à moins qu'ils aient des influences. Déjà,
De deux, il y a eu des antécédents quand même. Ça fait 1 an que ça dure cette histoire. Il a posté sur sa page Facebook qu'il était menacé, qu'on a essayé de le tuer avant, qu'on a essayé de lui voler de l'argent, ou bien on lui a volé de l'argent, qu'il a été intimidé, que ses activités au niveau de la commune ont été gelées par le Wali, qu'il a eu des affaires avec la mairie elle-même, ses collègues. Et comme ils sont très en relation avec les entrepreneurs, donc ils brassaient beaucoup d'argent. C'est ça la politique locale. La politique locale, ce sont les contrats de construction, les contrats vers les écoles, les contrats de réfection des routes, etc. Donc il y a beaucoup d'argent et le maire avait un mot à dire là-dessus. Et son père d'ailleurs qui a dit que lui, il n'avait de problème avec personne, sauf avec la mairie. Hein, donc c'était clair, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Alors ce qui se passe avec ce cas-là, c'est que moi je prévois les autorités incompétentes nous dire c'est un cas de crime crapuleux. Déjà ils utilisent le mot crime crapuleux. Peut-être ils vont nous sortir une histoire de mœurs qu'il était lié à une affaire ceci, cela, pour nous éloigner du contexte politique. C'est de la politique. Allez voir un petit peu toutes les vidéos qui sortaient. Il était en contact avec la population locale. Il faisait un travail de fourmi. Moi, je ne le connaissais pas, mais franchement, je lui tire chapeau. Il était en contact avec la population. Il était en train de faire un travail de sensibilisation. Il parlait à la population locale en leur expliquant leurs droits, quelles étaient les procédures pour qu'ils puissent acquérir leurs droits et leurs biens, etc., etc. Et donc, ça dérange parce que l'activisme politique, c'est pas au niveau national seulement, mais c'est aussi au niveau local. Et quand vous faites mal à ces élus, quand vous faites mal à ce Wali, oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Azwa, où le Wali est désigné, mais vous savez, la constitution algérienne, elle est copie-collée de la constitution française. Le préfet français aussi peut démettre et geler les activités d'un maire en France. Mais bon, il ne va pas le faire comme ça. Il faut des éléments probants, des éléments solides pour qu'il puisse le faire. Mais ça, c'est parce qu'on le doit à la France, malheureusement. C'est ça le système algérien. Alors, est-ce que c'est un crime politique? Moi, je dis oui. Est-ce qu'eux, ils vont nous apporter des preuves ou fabriquer des preuves que ce n'est pas un crime politique? Absolument, c'est comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, vous avez bien cité les cas de Zaddam, de Zidoum, de Aslan et beaucoup tant d'autres. Et d'ailleurs, ils vont continuer à faire cette pression. J'ai l'impression, comme je l'avais dit, ils ont commencé avec les journalistes, avec les activistes, avec les économistes. Maintenant, je pense, le dernier rempart, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils ont vu que le dernier rempart qui fait face à leur, disons, à leur épanouissement, l'épanouissement du système, à clôturer leur programme, c'est bien les avocats. Et maintenant, ils passent à un degré d'escalade extrême au point d'aller tuer des avocats, les assassiner. Souvenez-vous, ils ont même assassiné un président qu'ils ont amené à la télévision en direct devant tout le monde. Et pourquoi? Parce que le contexte international leur est favorable. C'est pour ça qu'on va parler plus tard. Mais franchement, le contexte international en ce moment, il est très favorable à ce régime. Il est très favorable. Que ce soit l'économie, que ce soit autre chose, on parlera plus tard. On va en parler justement dans un instant. Une autre actualité qui a dominé la semaine, c'est ce HCS, le Haut Conseil de sécurité. Donc, comme le définit clairement le décret, donc, qui est présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui doit être composé tout de même de civils, de politique. Pour la première fois, il n'y avait que des militaires, pas de ministre de l'Intérieur, pas de ministre de la Défense, enfin, de la Défense, c'est le président algérien, donc bon, il était de fait présent, mais on va essayer de se poser cette question. Est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune est là vraiment en tant qu'invité? Est-ce qu'il est là parce qu'il est installé par les militaires, comme le disent beaucoup d'observateurs, d'analystes d'Algériens et d'Algériennes? Voilà, on va essayer de comprendre aussi sa position. En tout cas, pour la première fois, pas de civils. Et puis, pourquoi pas d'informations
on peut se réunir. Beaucoup de hauts conseils de sécurité ont lieu dans le monde entier, mais souvent, les Algériens ne le savent pas, ce qui peut se comprendre. Mais là, en tout cas, l'APS a donné l'information, mais aucune autre information. Pourquoi ce silence? Est-ce que c'est un message à faire passer, notamment sur peut-être des ennemis extérieurs, comme en parle notamment le pouvoir algérien, comme par exemple le Maroc? On essaye de comprendre pourquoi ce Haut Conseil de sécurité s'est réuni seulement avec des responsables de la sécurité et des responsables militaires et pas de civils. Une réaction, Azwaw Chemrour, sur ce Haut Conseil de sécurité. Je rappelle d'ailleurs, dont le dernier a eu lieu le 18 janvier. Alors pourquoi aussi rapidement? Et deuxième élément, comme ça vous avez vraiment la parole tous les deux, est-ce que cela est lié aussi peut-être à l'arrivée et au retour de Saïd Chengriha, chef d'état-major en France? Est-ce que derrière il y a eu des... Voilà. C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait une relation entre sa visite en France et la tenue de cette réunion de Haut Conseil de sécurité. J'aimerais juste rappeler quelque chose, c'est qu'il faut rappeler que le Haut Conseil de sécurité, c'est un organe consultatif dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il émet des avis et le président de la République, c'est-à-dire utilise cet instrument pour avoir une visibilité claire sur les aspects sécuritaires d'une nation. Et puis, mais il n'est pas tenu de prendre des décisions. C'est-à-dire que alors, est-ce qu'il s'est transformé en centre de décision et sécuritaire aujourd'hui? Certainement. Ce qu'on a vu depuis, notamment lors des années 90, on a vu qu'un outrepassage des prérogatives de ce Conseil qui était consultatif, il avait décidé, notamment au lendemain de la démission de Chadli, donc c'était lui qui est devenu une instance présidentielle et donc il avait annoncé la démission de Chadli, il a créé ce qu'on appelait le comité de l'État. Donc en fait il avait installé un présidium, si on peut dire. Donc c'est un outrepassage flagrant de toutes les prérogatives constitutionnelles. Et ce qu'on a vu notamment avec la crise sanitaire, donc sous prétexte de crise sanitaire. Bien évidemment, dans tous les pays qui se respectent, malgré la pandémie, donc les pays démocratiques, bien évidemment. C'est vrai qu'ici en France, si on prend la France comme exemple, il y a eu des conseils de sécurité, mais spécifiquement sanitaires. Donc on a tenu à préciser que c'était des conseils de sécurité sanitaires, donc qui ne dépassent pas cet aspect, cette pandémie, quoi. Mais en Algérie, malheureusement, on a vu... c'est-à-dire le pouvoir algérien profiter de la situation de pandémie pour faire passer via ce Conseil de sécurité des décisions qui sont purement sécuritaires. Mais parfois, ce qui définit un peu l'absurdité du pouvoir algérien, parfois le Conseil de sécurité s'est émissé des décisions les plus élémentaires d'ordre écologique et d'ordre social. Pour vous dire que le degré d'émission de ce Conseil supposé être consultatif dans les comme et on a vu, à titre d'exemple, la qualification des mouvements politiques comme d'organisations terroristes, c'est sorti de ce Conseil-là. On a vu la coupure des relations diplomatiques avec le Maroc, c'est sorti de ce Conseil-là. Donc le Conseil, il a outrepassé toutes les prérogatives et on se demande comment que ça se fait qu'un Conseil qui est normalement consultatif se donne toutes ces prérogatives. Donc, au fait, ça reflète une chose, c'est que ça reflète la vraie nature de pouvoir, c'est qui est entre les mains des militaires. Vous citez tout à l'heure que la dernière réunion s'est tenue entre militaires. Bien sûr qu'il va se tenir entre militaires parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir en Algérie. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est eux qui tiennent le pouvoir en Algérie. J'aurais souhaité que ce soit aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi le ministre de la Défense n'est jamais civil en Algérie ? Il ne sera jamais dans un système dictatorial parce qu'il n'y a pas une confiance entre la présidence et les militaires. Donc il faut qu'il ait un œil sur les militaires et les militaires n'ont pas confiance aussi dans la présidence
Si ça reflète quelque chose, c'est justement l'illégitimité de ce pouvoir. Donc c'est un pouvoir qui s'est imposé par la force. Il y a des guerres claniques, donc le plus influent et le plus fort prend le pouvoir. Et il reste méfiant à tous ceux qui l'entourent. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui l'Algérie se priver d'un ministre de la Défense qui est civil. Voilà. Hamid Lelou, une réaction par rapport à ce Haut Conseil de sécurité, mais j'aimerais qu'aussi on passe à la dernière partie de cette actualité, la diplomatie. On a vu dernièrement, maintenant depuis plusieurs mois, tout un balai de va-et-vient. Dernièrement, donc il y a quelques heures, donc Ramzan Lamamra a été reçu par son homologue Andrei Lavrov, où des échanges courtois, d'encouragement, de sympathie, de collaboration, d'étroite collaboration ont été échangés. Il y a aussi donc Lavrov qui a rappelé clairement, notamment, souvenez-vous, il y a ces 27 sénateurs, membres du Congrès américain qui avaient interpellé donc Anthony Blinken, le secrétaire d'État, notamment sur la relation qu'il y a entre l'Algérie et la Russie sur l'armement lié au conflit ukrainien. Voilà Andrei Lavrov qui a dit clairement qu'on ne dicte pas ce qu'il faut faire à l'Algérie, que l'Algérie ne rentre pas dans des travers ou de sortes de suspicions. C'est un pays en lequel il faut avoir confiance. Et juste derrière, les États-Unis qu'ont répondu, notamment la députée secrétaire d'État Wendy Sherman, qui est revenue aussi sur ses bonnes relations avec l'Amérique. Avec l'Algérie, il était important de continuer à travailler ensemble pour vous donner un peu les grandes lignes. Donc, tout simplement, essayons, on a compris qu'aujourd'hui, l'Algérie est très courtisée, énormément de pays sont derrière elle, parce qu'il y a un conflit, certainement, il y a une crise géostratégique. Comment se positionne l'Algérie aujourd'hui, Hamid Lelou? Est-ce qu'elle a les capacités en termes de dirigeants? Est-ce qu'elle a un savoir-faire pour réellement se positionner? Et puis, est-ce que le pouvoir algérien aujourd'hui est plutôt dans une logique de pouvoir où ça ne va pas spécialement dans le sens des valeurs de l'Algérie, les valeurs des Algériens, du développement du quotidien des Algériens, ce qu'on peut appeler donc plus cette relation de pouvoir, ou est-ce qu'elle est vraiment dans une stratégie, dans une analyse, dans des perspectives, dans des stratégies techniques justement pour que tout ça aille dans l'intérêt de l'Algérie, c'est-à-dire du peuple algérien? Excellent point. Deux points très très importants. Donc, vite fait, je reviens sur la question du Haut Conseil de sécurité. Alors, il y a le côté formel et le côté informel. Le côté formel, celui qu'on trouve dans le journal officiel suite à la constitution algérienne. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a le côté civil, le président, le premier ministre, le garde des Sceaux. Il y a aussi peut-être le ministre des Affaires étrangères et peut-être même l'économie et les finances. Ça, c'est le côté civil. Le côté militaire, il y a le chef d'état-major, il y a le directeur général de la sûreté, le directeur de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure, le chef de la gendarmerie, le chef de la lutte contre la subversion et aussi directeur central de la sécurité de l'armée. Donc ça, c'est le formel. Normalement, le Conseil de sécurité, Haut Conseil de sécurité, il devrait être composé d'une partie civile et d'une partie militaire. Je rejoins votre invité quant au fait qu'en réalité, des fois, ce régime, ils font semblant d'être démocrates et de nous montrer des institutions. Et puis des fois, comme dans ce cas-là, ils nous disent une adonne, on n'a rien à cirer du peuple algérien, ni de la démocratie, ni des institutions. Nous sommes les militaires et nous commandons. Et effectivement, Tebboune, dans cette situation, c'est un invité. Khadra Fouktaam, il est là, c'est clair et net. Pour ceux qui ont des doutes, des réunions de ce genre montrent que c'est l'armée qui est en charge et tout ce qui est palabres et papier et constitution, ça c'est juste pour amuser la galerie. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, la situation internationale et la diplomatie. Vous avez utilisé un mot clé, mon cher ami, la conjoncture. C'est la conjoncture, donc ce n'est pas quelque chose de durable. Il y a une conjoncture, il y a une situation exceptionnelle du fait de beaucoup de choses. Il n'y a pas que la guerre de l'Ukraine, il n'y a pas que la crise entre la Russie et l'Ukraine, il y a ça.
Il y a aussi la Chine qui bouge. En ce moment, je ne sais pas si vous suivez, il y a un ballon gonflable qui a traversé Même deux, je crois, hein. Même deux, hein. Oui, et là maintenant, c'est une autre petite guerre entre les Chinois et les Américains dans l'espionnage. Enfin, ça c'est une petite parenthèse. C'est pour vous montrer, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'Algérie se trouve dans un endroit qui est stratégiquement très très important, hein. C'est la porte sud de l'Europe, c'est le bassin méditerranéen, c'est le Sahel, c'est le monde arabe, c'est le Moyen-Orient. C'est vraiment le hub pour tout, pour le commerce, pour l'économie, pour la sécurité, pour tout ce que vous voulez. L'Algérie, elle a une position... Alors Hamid Lelou, le temps passe très vite. Un mot tout de même, est-ce que le pouvoir algérien, celui qui dirige ce pays, on est conscient des richesses du pays et de sa situation. Est-ce qu'aujourd'hui les personnes qui dirigent ce pays ont les compétences, le savoir-faire? Est-ce qu'elles sont vraiment dans une logique stratégique de développement du pays pour ses futures générations, ou est-ce qu'on est dans cette logique du pouvoir où on pense plus à soi qu'aux autres? J'aimerais bien dire qu'ils ont les compétences. Les compétences en Algérie existent, que ce soit au niveau militaire ou bien civil. Mais le problème, ce n'est pas en termes de compétences, c'est en termes de le centre de décision. Il est où? Le centre de décision n'est pas entre les deux mains compétentes, malheureusement. Et les personnes compétentes en Algérie, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui planifient, il y en a qui... D'ailleurs, c'est grâce à ces personnes compétentes et nationalistes que l'Algérie tient. Autrement, les personnes qui décident, ceux qu'on voit, les généraux de service, malheureusement, je pense que cette conjoncture va changer et l'Algérie n'aura rien gagné. Et je dis ça me basant sur ce qui s'est passé pendant les 60 dernières années. Il y a eu des opportunités pour l'Algérie maintes et maintes fois et on n'en a jamais profité. Ça a toujours été du bricolage et la situation économique algérienne se dégrade de plus en plus. Moi, je regarde le côté microéconomique. C'est le citoyen Zawali, le lambda, citoyen lambda, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de café, il n'a pas de l'huile de table, il fait la chaîne pour tout, il n'y a pas de gaz alors pour se réchauffer alors que c'est un pays de gaz. C'est ça le problème. S'ils n'arrivent pas à régler ce problème, comment voulez-vous qu'ils jouent avec les grands garçons, hein? La géopolitique internationale, c'est les grands garçons qui la font. C'est des gens qui sortent des grandes écoles, c'est des gens qui planifient. Moi, en 2009, j'ai assisté à une conférence pendant 4 jours ici dans la région de Washington. En 2009, les gens planifiaient pour 2045. Eh oui, merci. Eh oui, Merci Hamid Lelou. Comment jouer dans la cour des grands quand on est ce genre de pouvoir à vous écouter les uns et les autres, et puis surtout quand on n'a pas spécialement de démocratie et pas de légitimité, puisque pour jouer peut-être dans la cour des grands, pour reprendre entre guillemets le terme de Hamid Lelou, il faut aussi avoir une certaine légitimité. Vous avez entièrement raison, Chaban. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que pour les États-Unis, l'Algérie n'est pas très très importante, mais en revanche, elle est très importante pour les alliés des États-Unis, en l'occurrence la France et l'Europe occidentale. Malheureusement, les stratégies, ce qui donne la force diplomatique à l'Algérie, enfin à la fois une force relative, ce n'est pas dû au pouvoir, mais c'est dû à la nature. C'est-à-dire que c'est la position stratégique. C'est-à-dire que géographiquement, l'Algérie se trouve à la porte sud de l'Europe. Et les hydrocarbures, c'est-à-dire c'est une richesse naturelle qui a été créée il y a des millions d'années. Donc le pouvoir n'est pour rien pour cette force diplomatique. Il faut savoir une chose, et vous avez entièrement raison, ce qui donne, il y a des éléments qui sont constitutifs de la force diplomatique. Un de ces éléments, vous avez la stabilité politique. Donc la stabilité politique, c'est-à-dire, vous avez la légitimité politique, donc la volonté du peuple, et vous avez l'alternance au pouvoir. Ces deux éléments qui sont très très importants dans la stabilité politique. Quand il y a une alternance au pouvoir d'une manière démocratique avec des élections, ça procure une forme de stabilité politique. Vous avez un autre élément aussi qui est important pour se donner une force diplomatique, c'est la force économique. Donc la force économique, vous avez tous les éléments qui favorisent l'indépendance économique, que ce soit l'indépendance énergétique,
l'Algérie il a des richesses naturelles qui lui procurent cette indépendance énergétique. Vous avez l'indépendance alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer ce que son peuple mange, ce que ce peuple utilise. Donc ça aussi, c'est la forme d'indépendance alimentaire, ça donne une force diplomatique. Vous avez également la force technologique, c'est-à-dire l'invention technologique. Et là, je vais parler de c'est-à-dire la force militaire. Donc si dans c'est-à-dire la puissance technologique, vous avez la puissance militaire. C'est-à-dire qu'il faut être un grand producteur militaire et s'autosuffire en ce qui concerne l'armement pour se défendre et défendre ses alliés. Et il faut être aussi une force nucléaire. L'Algérie ne l'est pas. Donc tous ces éléments-là, l'Algérie malheureusement est un grand importateur. Tous ces éléments-là, l'Algérie fait défaut. Donc pour moi, je pense que comme on ne dispose pas de ces éléments-là, que ce soit politique ou économique ou militaire, l'Algérie reste faible, reste c'est-à-dire sujette à des pressions internationales telles qu'on les voit aujourd'hui, notamment les États-Unis d'un côté et la Russie d'un autre. Donc aujourd'hui, malheureusement, on voit même le budget, je pense, hein, c'est mon intime conviction, c'est que je pense même le budget qui a été doublé de l'armée, de la défense, il n'est pas improbable que c'était une pression faite des États-Unis et de l'Europe c'est-à-dire qui faisait de la pression pour l'Algérie de diversifier son armement pour ne pas rester seul acheteur de la Russie et diversifier d'acheter ailleurs pour ne pas financer la guerre en Ukraine. Un mot vraiment 30 secondes. Est-ce qu'on a un pouvoir tout de même qui est dans sans spéculer, mais vraiment honnêtement, est-ce qu'on est quand même dans un pouvoir d'une logique de pouvoir ou une logique vraiment qui ira dans le peuple algérien, développer ce pays, travailler dans ce sens-là? Pas du tout, Chaban. S'il était dans une logique de travailler, d'assurer un épanouissement pour son peuple, il aurait accepté la volonté du peuple et laissé la volonté du peuple s'exprimer. Quand on ne laisse pas sa volonté du peuple s'exprimer, je pense que le crime abject politique, c'est d'y aller contre la volonté de son peuple. Et malheureusement, ça reste un danger pour c'est-à-dire l'avenir de l'Algérie. Quand on va à l'encontre des aspirations de son peuple, d'ailleurs, je pense que celui qui fait de la résistance d'une manière générale, c'est le pouvoir qui va à l'encontre des aspirations de son peuple. Quand on va à l'encontre de ces aspirations de son peuple, la violence, je ne l'espère pas pour mon pays, mais la violence, on sera un résultat malheureusement. Et ça va à l'encontre des intérêts de notre pays. Donc le pouvoir, il ne travaille pas pour les intérêts de la nation, mais il travaille pour les intérêts de son propre maintien. Merci Azwa Chemoulouk d'avoir été avec nous et Hamid Lelou, merci pour votre fidélité. Je sais que c'est un sujet qui vous parle énormément, on aura le plaisir d'en parler longuement. Le programme continue. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci infiniment. Bonne soirée sur El Maralbi.